C'est l'heure de faire le point sur Nice 2. Alors, j'avais déjà fait un épisode de podcast sur Nice 2, c'était l'épisode 14 avec Orange Cyberdéfense qui a été enregistré en février dernier. Aujourd'hui, je reçois Jean-Nicolas Robin. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour. Alors, vous êtes avocat expert en droit en cybersécurité et l'idée aujourd'hui, ça va être de faire le point sur ce sujet parce qu'il y a eu pas mal de rebondissements ces derniers temps. Alors, première question, évidemment, on ne peut pas y couper, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans Nice 2 en France. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les derniers rebondissements du mois d'octobre ? Oui, alors Nice 2 effectivement a eu quelques rebondissements ces dernières semaines parce que la directive, qui est une directive européenne, on en reparlera certainement, prévoyait une transposition au niveau national, donc dans chaque État membre, avant le 17 octobre. La réalité, elle est tout autre puisque seuls quelques pays, vraiment très peu de pays, ont transposé à date. Et la France ne fait pas exception puisque la France n'avait pas n'avait pas transposé la directive au 17 octobre. Mais elle a quand même communiqué un projet de loi quelques jours avant le 17 octobre qui a un peu animé les foules parce qu'il y avait un certain nombre d'éléments et on reviendra dedans. C'était le 15 octobre, voilà, 2 jours avant. Octobre. Exactement. Et un projet de loi avec beaucoup de décrets d'application qui devront arriver, etc. En tout cas, l'idée, c'était de se dire, on ne sera pas à l'heure pour transposer, mais la France est en cours de transposition. Pourquoi est-ce qu'on n'était pas à l'heure pour transposer ? Est-ce qu'on peut expliquer ce retard qu'on a pris sur ce sujet qui est pourtant crucial aujourd'hui dans le secteur de la cybersécurité ? Alors, il y a plein de raisons, certainement. La vérité, ça se trouve entre toutes ces raisons. Les raisons essentielles qui sont évoquées, c'est le calendrier législatif un peu perturbé de ces derniers mois. Pourquoi ? Parce qu'on avait eu un texte, on avait eu un projet V1 dans courant mai-juin qui avait fuité. Donc, voilà, avec les événements de juin-juillet et puis la difficulté pour l'Assemblée nationale de se mettre en ordre de marche, on a eu ces difficultés. Et puis aussi un sujet éminemment stratégique. Et donc, pour tous les États membres, ça a été compliqué de transposer un texte finalement assez large, un texte avec des obligations quand même assez fortes et une sanction. Et donc l'ensemble de ces éléments explique certainement que finalement le législateur national se dit puisqu'il faut le faire, je vais le faire, mais peut-être si on ne l'obligeait pas à le faire, il ne le ferait pas. Alors, est-ce qu'on peut rappeler justement qui sont les entités concernées par Nice 2 ? Parce que je suis à peu près certaine que dans notre audience, pas mal de personnes qui nous écoutent pensent qu'elles ne sont pas trop concernées, ne comprennent pas trop de quoi il s'agit ici. Faudrait qu'on s'en rende un petit peu compte et qu'on ait un petit peu un ordre de grandeur. Combien elles sont et qui est concerné ? Alors, Nice 2, ça fait suite à Nice 1. C'est une porte ouverte, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un texte européen, une directive, qui traitait d'entités, dit les entités essentielles ou importantes qu'on appelle dans Nice 2, qu'on appelait les OSE, les entités des services essentiels. Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec Nice 2, on augmente énormément le périmètre à des secteurs qui n'étaient pas prévus dans les réglementations nationales ou européennes. L'objectif, il est très simple, c'est de dire, dans certains secteurs, une cyberattaque, ça cause trop de déstabilisation pour l'État concerné, voire pour l'Europe. Et donc, il faut, en amont de la cyberattaque, leur donner un niveau de sécurité important. Ça concerne des secteurs classiques, la défense, la santé, l'alimentaire, les aéroports, etc. On peut citer plein d'exemples. Et puis des secteurs plus, on va dire, plus spécifiques, le traitement de l'eau, la gestion des déchets. Voilà. Et donc, le législateur européen, lui, a dit, on va mettre des entités importantes, une réglementation, on va voir, pas si importante, enfin pas si forte, et puis des entités essentielles, avec vraiment là une importance accrue en matière de cybersécurité. La nouveauté, ce qui fait beaucoup parler, c'est que on ne distingue plus autorité publique, autorité privée. Il n'y a plus les personnes privées et les personnes publiques. Ça veut dire sont soumis à cette réglementation des communes, des collectivités, etc. Le seuil de transposition en France, pour l'instant, c'est 30 000 habitants, mais c'est soumis à la discussion. Et en termes pour les entreprises, je suis une PME qui fait 10 millions de chiffre d'affaires dans le secteur de la gestion des déchets. Est-ce que je suis concernée ? Alors, j'allais dire, la réponse, on ne peut pas l'avoir tout de suite. On a une idée. On a une idée parce qu'on se dit, le secteur des déchets, on a un seuil de 250 salariés avec 10 millions de chiffre d'affaires qui nous est imposé. Mais peut-être que, en fait, je travaille avec une entreprise encore plus importante, un leader du marché. Et l'une des particularités de Nice 2, c'est que ça prend en compte l'entité, mais aussi sa supply chain, donc sa chaîne de valeur.
Donc l'analyse aujourd'hui, ceux qui nous disent je vais vous dire si vous êtes NIS 2 ou pas, j'allais dire, ils font une promesse sur l'avenir, parce qu'aujourd'hui, on a une grande idée, et je pense que cette entreprise est concernée. Mais on n'a pas les critères précis, pour 2 raisons, parce qu'il y a une place pour le législateur, et de 2, le législateur a dit que certains détails seront précisés dans des décrets d'application. Quel est l'horizon de ces décrets d'application? Quand est-ce qu'on va avoir les réponses à ces questions-là? Ce qu'on nous dit, c'est que ça ne passera pas par 49.3. C'est déjà bien. Que deuxièmement, il y aura un débat parlementaire, vraisemblablement d'abord à l'Assemblée nationale, ensuite au Sénat, une navette classique, et suivant les parlementaires et le calendrier, qu'on n'a pas tout à fait, ce serait en courant février, cette discussion. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'à l'horizon du printemps 2025, on aura un vote de cette directive. Moi, j'appelle ça le paquet numérique, parce qu'avec, il y a d'autres petites directives bien particulières. Et ensuite, dans cette loi, il y aura un calendrier pour le déploiement de ces décrets d'application ministériels, etc. Là, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui sera à la manœuvre, surtout pour préparer ces textes et faire en sorte que ça s'applique. Et le deuxième délai, c'est la mise en application. On le sait, l'ANSSI l'a déjà dit, il y aura une mise en application dans les 12, 18, 24 mois, un accompagnement, et on n'est pas tout de suite sur ce qui fait peur, les grosses sanctions. Et justement, l'ANSSI disait aussi que vous vouliez prendre de l'avance un petit peu sur ce retard qu'on a pris. On peut d'ores et déjà s'inscrire à l'ANSSI, commencer à se mettre en conformité. Comment on fait toutes ces démarches alors que voilà, tout doit être encore défini? Alors, ça, c'est le discours d'accompagnement de l'ANSSI. Moi, je suis indépendant de l'ANSSI et ma vision, c'est de se dire, ce qu'on voit se dessiner, c'est des entités essentielles qui seront grosso modo au référentiel ISO 27001, donc des conditions et des qualités de sécurité qui sont de ce niveau-là, et puis un niveau encore plus important sur les entités importantes. Ce que l'ANSSI dit surtout, c'est que on peut faire des questions-réponses sur leur site pour savoir si on serait soumis dans les grandes lignes. Et puis après, ces sujets-là, il faut que ça passe dans les COMEX, dans les CODIR. Voilà, il faut que le sujet, qui est un sujet technique, devienne un sujet stratégique pour des entités pour lesquelles les RSSI, les DSI, ceux qui vous écoutent certainement aussi, se disent, bon, ça, c'est plus le sujet de 4 informaticiens autour d'une table, mais c'est le sujet du dirigeant et de ceux qui sont en responsabilité. En tant qu'avocat, justement, c'est une question pour vous. Pourquoi est-ce que c'est important que ce soit aujourd'hui la responsabilité du dirigeant qui est engagé en cas de problème sur les aspects de cybersécurité? Oui, c'est un gros sujet, c'est une grosse différence avec ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, le dirigeant, il ne peut être responsable pénalement et civilement, personnellement, que dès lors qu'il a une connaissance du risque et qu'il n'a pas pris les mesures adéquates pour contrer ce risque. Dans la directive NIS 2, on prévoit expressément, et dans le projet de loi aussi, la responsabilité pénale du dirigeant qui, en connaissance de cause, soit n'aurait pas fait l'étude pour savoir si elle est soumise à la réglementation, soit aurait fait l'étude et volontairement n'aurait pas pris en compte les obligations légales liées à cette conformité. C'est important parce que on change d'échelle, on n'est plus sur l'échelle... c'est dans la DSI, et dans la DSI, on a un RSSI. C'est une responsabilité, certes, du DSI, du RSSI, mais surtout une responsabilité pénale de l'entreprise, comme un accident du travail, on est vraiment sur un risque essentiel pour l'entreprise. On redonne une nouvelle place à la cyber au sein de l'entreprise. Par contre, j'ai l'impression que la cyber a du mal à trouver sa place au sein de nos institutions politiques. Aujourd'hui, le projet de loi, il est porté, je le rappelle, par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche et celui de l'Économie et des Finances et de l'Industrie. Je me demande aujourd'hui où est la place des sujets de cybersécurité. Quel est votre avis, vous, sur ce sujet ? Alors, moi, je suis très critique sur ce point. Si le gouvernement était une entreprise, en tout cas en matière de cybersécurité, ce serait la faillite. Il n'y a pas de chef clairement établi, on ne sait pas clairement à qui s'adresser. Alors on a Clara Chapas qui semble prendre le sujet, mais ce ne serait pas la seule vraisemblablement. L'économie va s'en mêler, etc. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, c'est pas la priorité. Et ça, on peut le contester, mais en tout cas, c'est une vision politique. Et de 2, c'est que le sujet est peut-être trop technique, très technique, et c'est un sujet de niche qui n'intéresse pas aujourd'hui la sphère politique. D'où un enjeu aussi de se dire comment est-ce que nous, qui sommes du secteur, faisons remonter aussi ces demandes aux parlementaires, etc., pour montrer que ce sujet est un sujet d'importance.
Dans cette histoire, il n'y a pas que les entreprises à sensibiliser au sujet de cybersécurité qui vont être mis à l'ordre du jour dans NIS 2. Il y a aussi les parlementaires. Donc là, il va y avoir des débats à l'Assemblée, au Sénat, comme vous l'avez précisé. Comment on fait pour légiférer sur un sujet aussi complexe quand on ne le connaît pas très bien? Alors, le texte, il a été préparé. C'est-à-dire qu'il y a un rapport sur le projet de loi, etc., une étude d'impact. Les commissions qui seront saisies pour légiférer vont faire des auditions. Donc, il y a des gens qui ont été auditionnés, qui ont déjà été auditionnés, etc. Donc, il y a quand même une partie des spécialistes qui sont intervenus sur ce texte-là. Maintenant, j'allais dire, c'est la technique législative classique, c'est de dire on va légiférer les grandes lignes et puis on renvoie à des décrets d'application, ce qui est la manière de faire. La liste des secteurs hautement critiques sera précisée par décret en Conseil d'État. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on a légiféré, on est d'accord, mais on ne sait pas vraiment sur quoi. Ce sera à l'administratif de faire le travail de précision. Dans ce projet de loi, il y a aussi des obligations qui sont prévues pour les entreprises. Qui va proposer cette liste d'obligations, ces référentiels qu'il va falloir mettre en place par type d'organisation, par type de secteur d'activité, par taille d'entreprise? Qui va pouvoir proposer toutes ces mesures? Alors, là, clairement, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui a la commande, qui sait le faire, qui a l'expérience, qui a la compétence, etc. Agence, autorité, il se pose quand même des questions sur ce que va devenir l'ANSSI. Encore une fois, je le disais, je le dis en toute indépendance, je me pose la question de savoir comment est-ce que ça va évoluer vis-à-vis des autorités publiques, des personnes publiques, mais vis-à-vis aussi des entreprises. Le point notable quand même, c'est que le texte a pour partie été préparé par des experts de l'ANSSI, et sur les sanctions, on en parlait tout à l'heure, pour l'instant sont exclues les sanctions vis-à-vis des autorités publiques, donc des collectivités locales, territoriales. Et pourquoi est-ce que ça pose problème, ce point-là, justement? C'est un problème presque constitutionnel d'égalité devant la loi, de se dire on ne peut pas mettre une obligation sans sanction n'est pas une obligation. Donc pour une personne publique, je suis obligé d'être soumis à NIS 2 parce que j'ai 45 000 habitants dans ma collectivité, mais de toute façon, je ne serai pas sanctionné. La tentation est forte de ne pas mettre en place l'obligation. D'ailleurs, le Conseil d'État a, en juin dernier, rendu un avis sur la première mouture du projet de loi, donc pas celle qui sera discutée, en mettant vraiment en avant ce point-là et en disant qu'il y a une rupture d'égalité entre les entreprises et les collectivités locales. On va peut-être revenir sur ces fameuses sanctions, justement. Aujourd'hui, il va y avoir... Moi, j'ai compris qu'il y aurait deux types de sanctions. Il y a les sanctions prévues dans le cadre des contrôles de mise en conformité, un peu comme ce que fait la CNIL aujourd'hui, mais seulement pour les entreprises, donc pas pour les collectivités. Et des sanctions prévues aussi, il me semble, en cas de cyberattaque. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi ? Comme c'est un texte qui vise à réglementer des entreprises avant la cyberattaque, il y a la mise en conformité et des sanctions possibles sur la mise en conformité. Vous êtes une entreprise, vous êtes soumis à NIS 2 et vous n'avez pas mis en place le cahier des charges tel qu'il fallait. Ça fonctionne effectivement comme la CNIL peut le faire en matière de données à caractère personnel, soit des contrôles inopinés, on vient contrôler, soit des contrôles sur dénonciation, même si je ne suis pas sûr que dans notre sujet, il y ait vraiment de la dénonciation sur ce point-là. Et puis, il y a, deuxièmement, vous subissez une cyberattaque. Première obligation, vous avez l'obligation de dire à l'autorité compétente, donc à l'ANSSI, que vous avez été cyberattaqué. Et c'est vraiment, je suis victime et responsable, puisque l'ANSSI, à cette occasion, vous dit deux choix, vous avez été cyberattaqué, mais vous ne pouviez pas le savoir. On parle de zero day, on parle de... vous n'auriez pas pu faire plus. Vous ne pouvez pas y faire plus. Vous êtes ce qu'on appelle à l'état de l'art, et là, il y a un vrai sujet juridique autour de ça. Bon, désolé, et on va vous accompagner. Mais par contre, vous avez été cyberattaqué, il y a des conséquences, mais en plus, vous n'aviez pas mis en place la réglementation, désolé, on va potentiellement vous sanctionner. Et ça ne fait pas de double peine? C'est exactement la double peine. On se posait même la question avant le projet de loi de savoir est-ce que ça va se cumuler avec les sanctions RGPD en se disant... de la CNIL, en cas de fuite de données. Le texte est assez rassurant en nous disant que ça ne se cumule pas, ce qui est quand même rassurant, heureusement, mais on a cette sensation un petit peu que avec cette double peine, peut-être que certaines entreprises vont prendre le risque en se disant de toute façon, si je me fais cyberattaquer, je serai sanctionné. Donc autant que j'attende la cyberattaque. Ce signal, il n'est pas forcément bien vu. À voir. Comment est-ce que justement l'ANSSI va s'emparer de ce sujet-là ? Comment cette commission des sanctions qui doit être mise en place va interagir, va fonctionner ?
ce qui est sûr, c'est que plus on sera préparé à la cyberattaque, moins les conséquences seront importantes. Ça, c'est des choses qu'on entend tout le monde partout, et c'est vrai, et c'est au-delà de tous les textes législatifs qu'on va pouvoir mettre en place. En fait, ce texte, il va plutôt dans le bon sens. On va essayer de se préparer, d'être en conformité finalement, c'est être suffisamment protégé, être prêt à subir une cyberattaque. Moi, il y avait peut-être un élément qui me manquait aussi, c'était vers qui se tourner en cas de cyberattaque, parce que là, on parle de déclarer son incident, de se faire sanctionner, mais finalement, qui va les aider, ces entités, quand elles se font attaquer ? C'est une des problématiques de la cybersécurité en ce moment, c'est la fragmentation à la fois des autorités, on parle de l'ANSSI, mais on parle de cybermalveillance, on parle des CSIRT, des campus cyber régionaux, du campus cyber national, enfin, on parle de beaucoup d'entités, la matière est assez riche finalement. On parle de sociétés de cybersécurité très développées qui vont répondre aux incidents, donc il y a une multitude d'acteurs, et pour l'instant, le texte ne donne pas ni un cap sur un seul vecteur d'entrée, ni sur des produits qui pourraient être qualifiés pour répondre à l'incident, pour prévoir l'incident, etc. On est encore dans ce brouillard-là. Pour moi, je l'analyse de deux façons. On n'est pas assez mature. La cybersécurité, c'est pas encore une matière assez mature. On n'a pas encore assez d'expérience. Et la deuxième chose, c'est peut-être la volonté et la proximité très forte entre action publique et action d'entreprise privée en matière de cybersécurité. C'est quelque chose que l'on ne voit pas dans d'autres secteurs de la sécurité, par exemple, où c'est beaucoup plus clair. Donc on a vraiment une particularité des secteurs qui fait que souvent, effectivement, la société qui est victime d'une cyberattaque, elle paraît démunie. Et est-ce qu'on peut s'attendre du coup à une réorganisation là, de toutes ces structures autour de la cybersécurité qui sont en place, Campus Cyber, ces CSIRT régionaux, l'ANSSI, la cybermalveillance ? Moi, je ne suis pas dans le secret du gouvernement, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'a priori, le 17 cyber, ce fameux numéro d'urgence, va finalement sortir après des rebondissements, que je pense que sur... peut-être qu'un jour la Cour des comptes mettra le nez dans tout ça et se dira peut-être qu'il y a des étages à supprimer, voire à accumuler avec d'autres étages. C'est souhaitable. Néanmoins, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, et ce que le texte oublie, pour le coup, le but, c'est de lutter contre une cybercriminalité qui est la première criminalité mondiale. C'est des dizaines de milliards d'euros en France qui sont perdus à cause de ça, des centaines et des centaines de milliards d'euros dans le monde, ce qui fait que ça en fait la première criminalité mondiale. Et ça... on n'y porte pas beaucoup d'attention dans ce texte-là. On ne mesure pas vraiment la gravité de la situation. On dit aux entreprises, protégez-vous, mais en fait, qu'est-ce que le texte prévoit contre les cybercriminels qui s'organisent et qui sont des vraies mafias internationales ? Et c'est vraiment pour moi la faiblesse du législateur européen cette fois-ci, d'avoir posé une directive de prévention, ce qui était une des solutions, sans... amorcer de nouvelles solutions en matière de répression de ces infractions. Merci beaucoup Jean-Nicolas Robin. Comment on fait pour suivre justement toute l'évolution autour de ces décrets d'application jusqu'au mois de février ? C'est ça que je suis un simple citoyen, un chef d'entreprise, je veux un peu suivre ce dossier. Comment on fait ? Alors, j'ai vu que sur l'ANSSI, ils avaient une rubrique spécialisée Nice 2 où on peut suivre un peu l'état des choses. Le projet parlementaire, il est déjà enregistré, donc on peut aller sur le site de l'Assemblée nationale, voir les états, voir les questions qui ont été posées, les amendements, etc. Et puis par la suite, en fonction des différents secteurs, les différents ministres concernés vont, par l'intermédiaire forcément de leur département spécialisé cybersécurité, publier, faire de l'information. Et je parlais, pour finir, des CSIRT régionaux, des campus cyber régionaux. C'est le lieu où on va avoir de l'information. On va suivre ça de très très près. Merci beaucoup Jean-Nicolas d'être venu nous parler de Nice 2 au micro du podcast. Merci, à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.